Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblera la France dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans? Alors moi je t'avoue que je suis déjà inquiet de voir ce que ça va donner dans 2 ans, hein, parce que là, vu comme c'est parti avec le gouvernement, eh bien sachez que d'autres se sont aussi posé la question et ont apporté sur nos écrans des réponses diverses et variées, dont la plupart font quand même pas mal flipper. Ça m'étonne pas. Bonjour à tous, c'est Ménès de French Pictures et bienvenue pour un top 10 des meilleurs films de science-fiction français. Numéro 10, Tikomoun d'Enki Bilal. Alors vous connaissez la tradition, on commence par des films un peu micha-michien, mais qui ont le mérite d'être cités parce qu'on parle quand même de Enki Bilal. Et pour ceux qui ne le savent pas, Enki Bilal, c'est un auteur de bande dessinée qui s'impose clairement comme l'un des boss de la science-fiction en France. Donc autant vous dire que quand on a appris qu'il allait passer derrière la caméra, les gens étaient hypés. Enfin, j'imagine, hein, en vrai j'étais pas né, mais personnellement j'aurais été hypé. Et on a été servi, puisqu'il a réalisé pas moins de 3 longs métrages de science-fiction, dont Tikomoun, qui est le meilleur selon moi, et qui nous raconte l'histoire d'un dictateur qui vit dans un Paris futuriste et très pratique pour les touristes, et qui pourchasse donc Tikomoun, le chef de la résistance. Comme toutes les œuvres d'Enki Bilal, le film offre des visuels originaux et un univers riche et développé. Par contre, les intrigues inutilement tarabiscotées auront vite fait d'assommer les moins concentrés d'entre vous. Mais bon, si vous êtes plus malin que moi et que vous êtes attiré par les univers dystopiques et un peu sombres, vous allez sûrement passer un bon moment. Numéro 9, La soupe aux choux de Jean Giraud. J'étais obligé. Le film a objectivement pas grand chose à faire dans cette liste, mais j'étais obligé. Déjà, c'est l'un des seuls films vaguement de genre qui implique celui qui est selon moi le GOAT du cinéma français. Et en réalité, quand on y réfléchit, ce film illustre parfaitement la nature profonde de la science-fiction, qui est d'utiliser des univers imaginaires pour raconter des histoires humaines auxquelles on peut finalement tous s'identifier, avec des thématiques telles que le deuil, la trahison, ou encore la capacité de s'adapter dans un monde qui change. Attends, mais du coup tu parles pas du film où c'est deux vieux qui font un concours de paix, là, et ça fait venir des extraterrestres? C'est deux vieux qui font un concours de paix, et ça fait venir un extraterrestre, ça perd un dindon, qui fait... On est d'accord, c'est n'importe quoi. Mais, sous cette base complètement absurde, se cachent en réalité des personnages vrais et touchants, qui n'ont pas manqué d'émouvoir leur public et d'inscrire ce film comme un véritable classique. Numéro 8, Le prix du danger de Yves Boisset. Dans une société futuriste, une émission de télé-réalité met en scène une chasse à l'homme où les candidats touchent le jackpot s'ils arrivent à survivre jusqu'à l'aube. Et concrètement, personne n'y arrive jamais, sauf que cette fois c'est l'increvable Gérard Lanvin qui entre en scène et il va nous montrer de quel bois il se chauffe. C'est un excellent divertissement. Le film a acquis en plus un statut de visionnaire car il est sorti en 1983, soit quasiment 20 ans avant que la première télé-réalité ne débarque en France. Après, objectivement, le film n'avait pas vu tout juste non plus puisqu'il prédisait des émissions portées sur la violence et le sensationnalisme, là où les émissions de télé-réalité sont plutôt portées sur autre chose. Je suis tellement fier de la race humaine. Après, peut-être juste qu'on n'y est pas encore. Numéro 7, Le visiteur du futur de François Descraques. Dans un futur très lointain et complètement dévasté, un groupe de survivants voyage à travers le temps pour empêcher des catastrophes d'arriver et sauver leur monde. Si le scénario vous dit vaguement quelque chose, c'est que c'est le scénario de 90% des films qui parlent de voyage dans le temps. Donc clairement, c'est pas un film qui révolutionne le monde de la science-fiction. Par contre, c'est un film qui participe peut-être à une évolution du cinéma de genre en France. Comme vous le savez probablement, c'est la suite d'une web-série qui a démarré avec un budget plus faible que celui de votre dernière soirée, pour nous amener finalement vers un spectacle plutôt impressionnant dans les salles obscures. Est-ce que le fait de d'abord passer par le petit écran peut être la voie pour que le cinéma de fantasy se développe en France? Peut-être. Numéro 6, Arès de Jean-Patrick Ben. Dans un futur pas si lointain maintenant, toutes les drogues ont été complètement légalisées, ainsi que le dopage dans les sports. Voilà, comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Les sportifs sont donc directement sponsorisés par les labos pharmaceutiques, et les compétitions sportives sont avant tout une compétition entre labos. C'est dans ce contexte que nous allons suivre Arès, un combattant un peu tocard qui doit gagner un tournoi pour faire libérer sa sœur qui est en prison pour rébellion contre le système. Bon, concrètement, quand vous regardez le film, ça fait un peu bagarre café philo, bagarre café philo. Après, du coup, si vous aimez la bagarre et la philo, a priori, vous allez kiffer. Par contre, le budget reste assez modeste, donc voilà, c'est pas Matrix non plus, on est clairement sur de la série B, mais le film est le seul de cette liste à proposer un des socles fondamentaux de la SF, qui est la question de l'éthique. Qu'est-ce qui se passerait dans un monde qui aurait fait des choix moraux différents des nôtres face au progrès? Eh bien, entre deux chorégraphies approximatives, le film traite plutôt bien son sujet. Numéro 5, Alphaville de Jean-Luc Godard. Et oui, vous m'avez bien entendu, Jean-Luc Tonton, le redoutable, je râle tout le temps Godard, a fait de la science-fiction. Le film met en scène le personnage de Lee Caution, un agent secret pendant la guerre froide qui est un alcoolique et coureur de jupons notoire, malgré sa classe sans pareil. Il a déjà eu 7 films sur lui où il mène des enquêtes contre des associations de malfaiteurs, et c'est très clairement celui qui a préfiguré James Bond, comme quoi le cinéma français a tout inventé, j'arrête pas de le dire. Bref, c'est donc une suite des précédents films, car il reprend le même acteur et les mêmes schémas narratifs,
mais avec la petite différence que l'action se déroule dans un futur lointain et dystopique où une ville est sous le contrôle d'une intelligence artificielle. J'ai envie de dire pourquoi pas. Après, bon, pour ce qui est du film en lui-même, voilà, c'est Godard, quoi, donc c'est toujours un peu spécial comme façon de raconter. Je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, je comprenais tellement rien que quand j'ai regardé ma montre en pensant sincèrement que le film approchait de la fin, j'avais pas dépassé les 30 minutes. C'était de la magie, le bail. Et bah, tu sais vendre un film, toi. Sauf que, après coup, j'ai toujours eu envie de le revoir avec cette impression d'être passé à côté de quelque chose. Le film a cette aura mystique propre à Godard de poésie dans la mise en scène qui rend chaque visionnage de plus en plus intéressant. Et d'ailleurs, l'ambiance du film noir futuriste a une grande influence sur le cinéma de science-fiction par la suite, comme pour le film Blade Runner qui s'inspire de son univers visuel, mais aussi d'autres dystopies comme Matrix ou Equilibrium, quand je vous dis qu'on a tout inventé, bordel. Numéro 4, le dernier combat de Luc Besson. Dans un futur post-apocalyptique où le monde est devenu un gigantesque désert, un homme tente de survivre tant bien que mal et d'échapper aux autres survivants qui veulent sa peau. C'est le tout premier long métrage de Luc Besson qui s'inspire clairement des films Mad Max, mais sans les cascades et en muet. Oui, parce que dans cet univers, les hommes ont perdu la capacité de parler, ce qui au bout d'un moment peut donner l'impression que le film est un peu long, hein, faut être honnête, mais en contrepartie, ça rend le travail d'image et de mise en scène d'autant plus appréciable. Encore une fois, c'est un film qui a inspiré toute une flopée de réalisateurs derrière, à commencer par Mathieu Kassovitz qui explique que c'est l'un des films qui lui a donné envie de faire du cinéma, et on peut aussi citer Romain Quiraud, dont le film Le Dernier Voyage raconte aussi une histoire dans un futur dystopique où Paris est devenu un gigantesque désert, et où un homme tente de survivre tant bien que mal et d'échapper à tout un tas de personnes qui veulent sa peau. Semblable. Mais ça reste un très bon film qui a quand même des thématiques et une identité qui lui est propre, donc si vous aimez ce genre d'univers, a priori, vous allez vous régaler. Numéro 3, peut-être de Cédric Clapiche. Et oui, on l'a peut-être oublié, mais le réalisateur de l'Auberge espagnole a aussi tenté d'entrevoir le futur. Le film raconte l'histoire d'un jeune homme interprété par Romain Duris qui, suite au bug de l'an 2000, ou je sais pas ce qu'ils étaient allés s'imaginer à l'époque, se voit projeté plusieurs dizaines d'années après dans un monde post-apocalyptique où Paris est devenu un immense désert. Bah, c'est une obsession, ma parole. C'est pas très cher à filmer. Sauf que là, dans l'ensemble, ça se passe plutôt pas mal jusqu'à ce que Romain Duris se rende compte qu'il a été transporté le soir où il était censé faire son premier enfant à sa copine par accident. Ses descendants vont donc essayer de tout faire pour le pousser à retourner faire un enfant volontairement le soir même, sans quoi il se voit disparaître au fur et à mesure à cause du paradoxe temporel. C'est Retour vers le futur. C'est un peu Retour vers le futur, mais façon Clapiche. Donc si vous aimez l'humour de ces films, les univers un peu absurdes et les histoires d'inceste, ce film est fait pour vous. De quoi ? Numéro 2, Chrysalis de Julien Leclerc. Dans un futur proche, 2 policiers enquêtent sur le meurtre d'une clandestine, vraisemblablement tuée par un terrible trafiquant d'êtres humains. En parallèle, on suit une jeune fille qui, suite à un grave accident de voiture, est hantée par d'étranges visions qui semblent liées à l'enquête. Ah, mais si, je l'ai vu celui-là. C'est pas celui où à la fin, tu comprends qu'en fait, la... Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, la police va découvrir que ce meurtre est intimement lié à une nouvelle technologie qui pourrait bien mettre en péril l'avenir de l'humanité. Bon, alors là, faut être honnête, comme pour Arès, on est clairement sur de la série B. Hein. Visuellement, c'est pas tombé par terre, c'est même assez moche en vrai. Et niveau réalisation, bon, il y a des petites tentatives, mais bon voilà, c'est pas du Godard. Par contre, si le film obtient une place aussi élevée dans mon classement, c'est que contre toute attente, eh ben, le scénario est assez ouf. En termes d'intrigue, de rebondissement et de thématique, il fait clairement partie des tout meilleurs de cette liste. En plus, il y a Albert Dupontel, le rôle principal, qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui avait poussé la fonte. Et le méchant est joué par Alain Figlars, un des meilleurs chorégraphes de combat français, qui a donc chorégraphié ses propres combats. Et bizarrement, c'est vraiment pas ouf, mais bon voilà, le scénario est top, donc à voir absolument. Numéro 1, La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. Et on arrive enfin à ce qui est selon moi le plus grand chef-d'œuvre de la science-fiction française. Le film nous raconte l'histoire d'un savant fou dans une société dystopique qui kidnappe des enfants pour pouvoir entrer dans leurs rêves. Sauf qu'il va kidnapper le petit frère du mauvais gars qui va tout faire pour le récupérer. Ce film est littéralement un 10 sur 10. C'est bourré d'idées dans l'image, la réalisation, l'écriture, le personnage. Il y a une idée par plan. En plus, c'est l'un des très rares bons films de science-fiction qui se déroule dans un univers steampunk. C'est-à-dire une vision du futur telle qu'on l'imaginait au 19e siècle et dont le principal instigateur n'est autre que Jules Verne. Encore une fois, qui a tout inventé ? Jules Verne. C'est le film qui a véritablement fait décoller la carrière de Jean-Pierre Jeunet, qui a pu refaire 2 films de science-fiction par la suite, qui font pas l'unanimité mais que personnellement j'aime beaucoup, et aussi de Jean-Marc Ayrault, qui a également pu faire un autre film de son côté, qui pour le coup on peut s'accorder à dire qu'il est pas ouf, mais bon, on peut pas être bon tout le temps. En tout cas, quand on les met ensemble les deux là, rien ne les arrête, et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille aussi Délicatessen, un autre film qui se passe dans un univers dystopique et qui est presque aussi génial que La Cité des Enfants Perdus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous avez pu le noter, je n'ai parlé que de films francophones, parce que je considère que un film français avec des acteurs américains qui parlent anglais, c'est pas vraiment un film français.
En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Si vous connaissez des films que j'ai oubliés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ciao, la vie.